C'est la deuxième partie de notre émission, notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'intéressante mais compliquée question du modèle de développement pour l'Afrique. Mais deux invités sont toujours avec moi, Baran Ndiaye. Alors, très rapidement, le professeur a dit quelque chose dans la première partie de notre émission qui est très très intéressant. Il donnait le cas du Sénégal qui a privilégié d'autres cultures à la culture du riz, mais on peut donner le cas d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme beaucoup d'autres pays. Mais ça venait de ce que celui qui te donne l'argent te dit comment tu me rembourses. Et donc, il va falloir que tu laisses les cultures vivrières de côté pour produire des cultures de rente, si tu n'as pas du pétrole, des d'or et du diamant, bien sûr, pour produire le coton, le café, le cacao, pour me rembourser. Voilà comment nous avons peu à peu délaissé les cultures vivrières pour devenir importateurs de nourriture. Comment on s'en sort? Alors, comment on s'en sort? Effectivement, quand on parle d'import et d'export, on se dit quelque part, un État vit des recettes quelque part. Et si l'État, à partir de ces recettes, elle prend une grosse partie pour rembourser la dette, elle ne pourra pas nourrir sa population. On est d'accord là-dessus. C'est ça. Maintenant, les cultures vivrières, il ne fallait pas les délaisser, il faut paralléliser tout le temps. Quand on fait une transition, il faut paralléliser pour pouvoir garder un acquis qui fonctionne très bien, parce que ça nourrit une branche de la population, les cultures vivrières, les zones rurales notamment, et passer à des cultures de rente. Effectivement, valoriser aussi les matières dont nous disposons. Certains États, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'ont bien compris par rapport au cacao. Ils sont mis ensemble, ils ont fixé les prix qui se fixaient avant à Bruxelles ou ailleurs. Maintenant, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui fixent les prix pour pouvoir générer une manne financière qui permet de compenser dans d'autres secteurs et de rembourser une partie. Le Ghana et la Côte d'Ivoire. Qui dirige? C'est eux qui définissent quoi? C'est eux qui définissent les tarifs du cacao, du prix du cacao. J'en suis pas convaincu. On n'est pas sûr. C'est pas plutôt le marché mondial qui définissent le prix du café cacao quand même. Ça c'est équilibré. Ça c'est équilibré par rapport à ce qui se passait avant, où ils n'avaient pas leur mot à dire. D'accord. Aujourd'hui, pour parler en général, ce qui se passe, c'est que nous ne produisons pas juste de l'agriculture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous produisons de la technologie, de la finance, mais nous produisons de l'énergie aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, figurez-vous que la plus grande centrale solaire se trouve à Ouarzazate aujourd'hui. Le Maroc est un grand producteur d'énergie. Le plus grand barrage, c'est le barrage de la Renaissance africaine en Éthiopie. Donc, nous sommes quand même en train de nous émanciper sur cette partie-là. Nous n'utilisons plus les énergies. Mais avant, excusez-moi, pour qu'on comprenne. Comme le thème est vaste, on est obligé à chaque fois de le circonscrire. Sur la question du développement endogène, vous avez dit quelque chose dans la première partie, qui est la question de nos habitudes de consommation. Oui. Sur la question du développement endogène, est-ce que c'est encore possible de poursuivre cette réflexion quand on veut vivre à Abidjan, à Dakar ou à Cotonou, comme on vit à Paris, quand on veut consommer les belles voitures d'Europe, quand on veut avoir les mêmes vins à nos tables, quand nous voulons avoir les mêmes consommations des Occidentaux? Pouvons-nous encore parler de développement endogène? Voilà, très rapidement alors. Oui, mais c'est-à-dire que je vous ai dit, comme j'ai évoqué, il y a le mimétisme nauséabond et il y a le mimétisme fécond. Oui. Mais en fait, quand je vais évoquer le cas de la Corée du Sud par rapport à la consommation, l'achat des voitures, vous voyez bien que ça s'est fait avec une certaine forme pour inciter les gens. Donc là... il faut imposer. Ah oui, absolument, absolument. Vous n'avez pas tellement le choix. C'est-à-dire que, à la limite, permettez-moi, avec beaucoup d'humilité, de faire tout simplement une rétrospective historique pour savoir certaines nations qui ont été dans le sous-développement et qui sont devenues développées. Donc elles ont suivi des trajectoires. À défaut d'être simplement dans un mimétisme, il s'agit simplement d'analyser l'histoire de leur trajectoire de développement pour en tirer des leçons et élaborer une stratégie qui serait en adéquation, justement, avec nos forces et nos faiblesses. Alors, le cas le plus intéressant, pour ouvrir une petite parenthèse, c'est le cas effectivement de la Chine. La Chine est en retard. Elle dit oui, mais effectivement, le Japon a fait le Meiji avec l'import-substitution, le Brésil l'a fait, la Corée du Sud est en avance. Mais ce que Deng Xiaoping a été obligé de faire, il s'est rendu en Corée du Sud pour regarder justement comment ils ont pu analyser et quels étaient justement les outils. Et en fait, la démarche stratégique qui a été la leur. Donc, Deng Xiaoping a mis
moins de 30 ans pour sortir 890 millions de Chinois de la pauvreté. C'est-à-dire de 1,50 $ par jour, ils sont passés à 900 $ depuis par personne, au minimum. Vous voyez, en moins de 30 ans. Donc, ce que je voudrais dire, avant de rentrer dans des démarches, effectivement, de solutions, Oui. il faut d'abord poser correctement le problème au niveau du diagnostic. D'accord. Pour savoir qu'il y a des facteurs clés de succès, mais il y a des obstacles clés, comme vous avez dit, comme le mimétisme nauséabond, en disant « je désire consommer à Je veux l'extérieur avoir le même confort de vie Bon, mais qu'ailleurs. nous avons des éléments de réponse. Si, effectivement, c'est au niveau de la monnaie et au niveau de la fiscalité et au niveau également de la protection. Quand MAGA avec Trump et qui met des droits de douane, ces droits de douane, c'est pour permettre effectivement qu'il y ait une production locale endogène. à protéger. Donc il y a effectivement des solutions qui existent. C'est pas le lieu ici de révéler toutes les stratégies, mais ça fait partie de nos métiers de pouvoir expliquer ces choses-là. Les solutions existent. Faudrait-il encore Les solutions qu'on ait... existent. Mais bien sûr qu'elles existent on- techniquement. Je peux les résoudre en moins d'une trentaine de minutes. hein. On reviendra. Ouais, c'est plus facile sur le plateau de télé. Mais bon. Mais enfin, on reviendra sur les solutions. Ouais. Et surtout dans la troisième partie Ouais. de notre émission. Et Barandi a un point très important. Et nous ne sommes pas en 1960, malheureusement. Effectivement. Nous sommes en 2026. Effectivement. Entre-temps, de la dette s'est accumulée. Plus de 60% de dette du PIB d'Afrique. Aujourd'hui, au moment où nous sommes, le continent dans son ensemble a 60% de dette du PIB. Même Évidemment, avec des disparités, vous avez des pays comme le Botswana, 22%, Rwanda, Cap Vert, 11%, Rwanda, un peu moins. La Libye qui n'en avait pas avant. Voilà, exactement. Voilà. Donc, mais voilà, la dette est là et elle nous étreint. Et on doit les rembourser, on doit payer la dette. Mais comment on fait face à cette dette? Alors, face à cette dette, l'équation, elle est à plusieurs inconnus quelque part. Oui. Parce que le seul élément dont nous sommes conscients, c'est le montant de la dette et les taux de remboursement. Oui. Et la période de remboursement. Et la période, par rapport à ce que nous produisons. Oui. Mais je me dis, un marché de 1 milliard 500 millions d'habitants, 600 millions presque, l'Afrique aujourd'hui, en 2026, réparti de façon inégale, malheureusement, selon les populations où elles se concentrent, et des richesses aussi un peu éparpillées, mais très riches, je pense qu'il faudra pas accepter ce type de financement standard, classique, historique. Il faudra diversifier les types et moyens de financement et modes de financement. Il faudra favoriser les financements bilatéraux entre États, les financements de banques fédérales de zones communautaires, les financements aussi qui sont dans les nouvelles zones où même l'Occident même va chercher des capitaux dans les pays du Golfe. Et ça, certains pays africains l'ont compris. Et surtout, essayer d'accroître sa production, parce que sans production, tu peux pas. on ne peut pas. On va finir par faire du mimétisme, comme l'a dit le professeur, c'est-à-dire importer davantage de produits pour ressembler à quelque chose qu'on n'est pas réellement. Notre mode de vie, notre mode de production, nous produisons du coton énormément. On peut s'habiller à l'africaine. Certains présidents, par slogan, lancent ces slogans-là, mais c'est pas ça qui va enrichir l'Afrique. Mais quand même, c'est un petit pas. Ce sont des petits pas. Plusieurs petits pas feront une grande économie demain. Aujourd'hui, l'Afrique veut produire. Elle est en train de mettre en place des infrastructures. Mais pour ça, elle peut. Parce que le Maroc investit beaucoup dans les infrastructures. Ils ont le savoir-faire, par exemple. Mais pour qu'il y ait des trains, des véhicules qui utilisent ces infrastructures, il faut faire appel à l'Occident. C'est là où il y a un gap technologique. C'est ça. Donc, empruntons de l'argent, industrialisation-nous de façon modérée, appelons les grandes entreprises à venir s'implanter chez nous pour faire du transfert de connaissances, transfert de compétences, moyennant les fiscalités beaucoup plus légères. Il y a quelques moyens de paralléliser les choses pour rattraper un certain gap. Tout se tient. Ce que dit mais- Bara Ndiaye et professeur, mais ça vaut pour les infrastructures, ça vaut pour l'agriculture, ça vaut pour tout, parce que aujourd'hui, on est dans une vision cosmétique du développement où on pense qu'il faut rendre nos capitales lumineuses, pour parler de modernité et de développement. Or, à l'intérieur de cette capitale, vous avez des gens qui croulent sous le poids de la cherté de la vie, les loyers tutelles des sommets immenses, le transport coûte cher, tout coûte cher. Pourtant, la ville, elle est belle. C'est de ça qu'il faut sortir. Oui, mais monsieur, moi je suis de ceux qui, à titre de prudence, peut dire il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est ça. Et
comme il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, il faut aller chercher des points de croissance. Les points de croissance, c'est au niveau de l'importation. Si vous importez... Oui, mais écoutez, importation, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un instant plutôt, de l'identité exportation moins importation. Si en valeur absolue, les importations sont supérieures aux exportations, E moins I, donc vous avez un déficit. Ce déficit-là, c'est ce déficit qui induit des problèmes de dette. C'est ça. Qui sont des dettes par rapport au PIB. C'est vrai. Donc alors, en réalité, c'est trivial. Il faut revenir. Puisque, effectivement, les importations influent sur la croissance, sur des points de croissance, influent sur le chômage. Donc, il faut justement identifier des filières où nous allons pouvoir créer de la valeur ajoutée qui permettront d'amoindrir de l'importation et de dégager un excédent d'exportation qui vont éteindre la dette. N'est-ce pas? Mais tant qu'on est dans ce processus-là, justement, il faut éviter de s'endetter. Bien sûr, oui, ça vous déplaît, il faudrait éviter ça. Mais il faudra faire tendre la dette vers zéro. Mais bien sûr qu'il faut la tendre vers zéro, à la limite. Vous voyez très bien, c'est ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. Lorsqu'ils décident justement de réaliser certaines infrastructures de manière endogène, c'est plutôt le FMI qui décide de dire je vais vous prêter de l'argent, et il refuse de reprendre de l'argent. En réalité, le problème qui est posé, c'est la maîtrise de la science et des technologies, comme l'a évoqué. Donc, nous avons à distinguer les technologies. Les technologies, il y a des technologies émergentes, il y a des technologies matures, il y a des technologies qui sont tombées dans le domaine public que j'appelle des technologies banalisées. Si vous considérez l'ensemble des besoins exprimés par le continent africain, les technologies relèvent des technologies banalisées, que ce soit les infrastructures. On connaît les lois de la mécanique et le calcul de structure depuis le 18e et 19e siècle. Ça n'a pas changé, c'est exactement le modèle. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques pour former des gens qui soient à même justement de créer de la valeur qui permettrait de réduire le niveau des importations. C'est cela le problème. Et chemin faisant, puisque nous sommes en face d'un chômage keynésien, nous serons à même de pouvoir résoudre ce problème-là. Il faut réduire les importations, dit le professeur. C'est très très important. On a une double difficulté, Bara Ndiaye. Nous avons la plupart de nos États qui, lorsque à la fin de l'année, ils votent le budget national pour l'année qui vient, c'est à peine s'il y a une mobilisation interne de 50% de ce budget national. C'est-à-dire que, et parfois même on fait des prêts pour payer les fonctionnaires. La deuxième difficulté, c'est qu'on a été hypothéqué sur des décennies nos ressources minières. Voilà le tableau sombre dans lequel nous sommes. Effectivement. Et si j'amenais à l'intérieur de notre débat le problème de la malgouvernance? Oui, elle est centrale, ça. Oui, exactement. Oui. Parce qu'en fait, ce que vous évoquez, c'est ça. C'est-à-dire que si on a un budget et que dans ce budget, on doit déjà le couper en deux pour pouvoir satisfaire d'autres besoins, c'est qu'on n'est pas bien. C'est qu'on est en train de rattraper des choses qui ont été mal gérées. Alors, moi, je pense qu'on est doté aujourd'hui de cadres légaux et de cadres structurels. Je m'explique. La ZLECA, par exemple. Ça nous permet d'échanger entre nous dans de libre-échange. Cela dit, dans la première partie de notre émission. Effectivement, si on prend ces éléments-là, qu'ils existent, qui nous permettent de faciliter les échanges, au lieu de se dire on va se lancer, comme je l'ai dit en début d'émission, dans une industrialisation folle, comme l'Europe l'a fait au début de sa phase d'industrialisation, et regrette aujourd'hui. Faisons de l'industrialisation modérée qu'on peut financer, qu'on peut maîtriser. On ne va pas surproduire. Produisons assez pour nous nourrir et échanger des valeurs au niveau continental. Une fois que ça s'est fait, les éléments d'importation, ce n'est pas juste des éléments matériels des fois. C'est des éléments superflus qui ne sont pas adaptés à notre cadre africain. C'est vrai. Donc focalisons-nous dans cette veille d'études qu'on peut faire avec nos intellectuels. On n'a peut-être pas besoin de TGV maintenant. Exactement. On n'a peut-être pas besoin de... Mais on n'en a pas acheté. C'est pas ça qui crée l'importation. C'est la nourriture. Par exemple, c'est une paresse de vouloir acheter du poulet congelé. Non mais écoutez, franchement... Moi, je dis que peut-être qu'on rentre déjà dans les phases de solution, mais je voudrais dire qu'en fait... On peut commencer. Et l'Afrique n'a pas besoin d'importer de la nourriture. L'Afrique, la plupart, si regardez les composantes de l'importation, vous verrez que c'est du superflu.
c'est du superflu et ça peut être produit localement. Le problème, c'est de définir une politique industrielle volontariste qui permet de dire on en a fini avec la dette. Et par ailleurs aussi, permettez-moi de dire, Allez-y, la rémanence ou l'hystérèse de la colonisation était permanente. Quand on a fait la production au Sénégal, par exemple, c'était la production de l'arachide. Cette production de l'arachide il y avait une industrialisation pour produire de l'huile. Et à un certain moment, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit la chose suivante, on a dit, attention, quand au niveau de l'Europe, on a vu on pouvait produire de l'huile avec des matières végétales du type le tournesol, on a dit attention, au niveau des arachides sénégalais, c'est cancérogène. Et donc, tout d'un coup, alors, il y a eu une dévaluation, effectivement, des prix. En fait, l'économie qui était fondée sur cette matière première a complètement chuté. Et qui Voyez-vous, produire des produits dérivés comme le savon et d'autres huiles. voilà, absolument. Donc vous voyez, alors aussi, il y a aussi le cas également du Gabon, le cas du Ghana que j'ai étudié. Le Ghana a été l'un des premiers, n'est-ce pas, parce qu'on a fait une analyse stratégique de l'échec du Ghana. Le Ghana a été capable de dire, bon, ok, j'avais en fait une production de viande, j'ai la production de viande, je vais prendre la peau de la viande pour produire de la tannerie, je vais faire de la chaussure, mais les machines qui avaient été vendues, etc., étaient hors de prix. Donc, nous avons besoin, on revient encore sur le brain, sur le cerveau, nous devons avoir des ingénieurs, des choix stratégiques, mais des droits de la propriété, des droits des contrats, des droits des obligations. Tout tourne, si vous voulez, en fait, à l'élaboration, la formulation de la stratégie par une vision, mais par ce point où désirons-nous aller, n'est-ce pas? Les problèmes sont connus, les diagnostics sont faits, mais attention, ne faisons pas comme si tout était noir. Il se développe sur le continent une vraie dynamique. Presque tout est noir, monsieur. Non, mais le professeur Barandiaï, l'autre fois, et c'est assez illustratif du dynamisme que connaît ce continent, que certains occidentaux considèrent comme le continent d'avenir. Je prends un vol Dakar pour Bissau. Le vol devait faire Dakar-Bissau-Banjul. Il y avait de jeunes Sénégalais, en tout cas à Dakar, il y avait des gens, des Africains ordinaires, qui sont montés pour aller faire la fête. C'était inventé pour aller faire la fête à Bissau et revenir lundi matin à Dakar. Oui. Et moi, j'étais très étonné. Je dis, mais vous prenez l'avion juste pour aller pour un week-end? Je dis oui. Et ça semblait normal. Vous allez aujourd'hui à l'aéroport international Yacine Beyadema au coin de Lomé. Il y a des vols, il y a des jours, vous avez des vols qui décollent chaque quart d'heure, toutes les 20 minutes, pour une capitale africaine. Et ce sont des Africains. Il y a une véritable classe moyenne qui se développe sur ce continent et qui consomme véritablement. Qui consomme, mais il faut l'encourager, excusez-moi, professeur, si vous me permettez. Il faut l'encourager. Pourquoi? Parce que Dakar-Bissau, avant à dos de cheval, c'était 4 jours. Oui. D'accord. Aujourd'hui, c'est 45 minutes. Vous décollez de l'aéroport de Dakar, vous atterrissez à Bissau. Pourquoi pas dans ce cas? Alors, amusement, moi, je ne suis pas dans l'entertainment, mais je suis plutôt dans le fait que ça produise quelque chose, ça produise une valeur. C'est-à-dire que l'homme d'affaires, à défaut de se connecter sur son écran et gagner du temps, échanger avec l'homme d'affaires Bissau-Guinéen qui est en face et montrer des produits sur écran, prennent l'avion, aille dire bonjour comme le business l'implique et échanger. C'est étonnant. Vous dites que tout est noir. Ça veut dire, pour finir, l'Afrique, en termes de mobilité, c'est démocratisé. Parce qu'avant, il y avait des gros vols long courrier. Là, c'est des petits avions qui le font. Et ça permet aux aéroports de s'enrichir. À chaque fois. Effectivement. Oui. Mais est-ce que vous êtes en train de dire, mais il est évident qu'il y a une classe moyenne africaine qui se développe au niveau du continent africain. L'exemple même typique est la classe moyenne au niveau de l'Éthiopie. Carrefour a décidé d'aller s'installer parce qu'elle a constaté qu'effectivement, il y a une classe moyenne qui achète. Donc, on commence à installer, en fait, des... Abidjan, aujourd'hui, il y a tout, même à Dakar. Exactement. Mais, cela dit, si vous regardez ça encore, c'est le problème d'importation moins exportation. C'est vrai. Quel bien vous consommez? Arrêtez. Je propose, professeur... Vous êtes en train de vous amuser. Le problème on est en train de s'amuser. Le problème, il est beaucoup plus sérieux. Le problème. Vous avez peut-être raison, mais on n'a pas dans la troisième partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite. NCA, désormais sur Free.
Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.